Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Le député vous parle. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de notre député au niveau de Berthier, M. André Villeneuve. André, je te salue. Bonjour, M. Pfal. Bienvenue chez nous. Merci, c'est toujours un plaisir d'être à votre émission. Nous autres, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, on sait que depuis que le gouvernement Marois a pris le pouvoir dernièrement, c'est-à-dire aux dernières élections, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et puis, on va essayer aujourd'hui de voir les principales choses, par exemple, que vous avez dû adopter ou faire pendant le temps jusqu'à maintenant, concernant toutes les choses qui se sont passées à Québec. Alors, j'ai une petite feuille ici, là, j'ai des petites notes. Alors, on va commencer, si vous voulez, avec la limite de 100 $ par électeur, la contribution annuelle à les partis politiques. Ça, je pense que c'était dans l'ombre depuis un bout, puis finalement, ça s'est concrétisé. Effectivement, il y a eu une belle collaboration de l'ensemble des oppositions à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est une refonte, je pense qu'on peut dire ça, une refonte de la loi sur les financements des partis politiques. Ce qui veut dire, en fait, les éléments les plus importants, je pense qu'on doit retenir, c'est le fait que de 3 000 en 1977, qui était la limite maximale qu'une personne pouvait donner à une formation politique, de 3 000, elle est passée à 1 000, on se rappellera, il y a à peu près un an et demi. Oui. Et là, on l'a descendu à 100 $. Donc, 100 $. Donc, dans une année qui n'est pas électorale, une personne peut donner un maximum de 100 $ à un parti politique. Dans une année en élection, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de dépenses associées à une année lorsqu'il y a une élection dans l'année en cours, à ce moment-là, la limite va passer à 200 $. Donc, les gens pourront donner 2 fois 100 $ lorsque ce sera une année électorale, mais maximum. OK. Alors, si on fait la différence, on parle d'un 800 $ avec ce qui se faisait avant. Il y a 800 pièces de différence. Tout à fait. Alors là, il faut comprendre que le gouvernement va venir compenser en partie les sommes manquantes, mais ça à coût nul pour le gouvernement. C'est-à-dire que dans l'ancien système, la façon dont ça fonctionnait, c'est que les gens, lorsqu'ils versaient jusqu'à concurrence de 400 $, ils pouvaient verser jusqu'à 1 000 $, mais jusqu'à concurrence de 400, ils avaient droit à un retour d'impôt. Oui, qui était très intéressant quand même. C'était un retour d'impôt qui, sur 400 $, il vous revenait 310 sur votre impôt. Donc, c'est le gouvernement qui finance cette partie-là. Okay. Maintenant, le gouvernement ne fait plus de retour d'impôt, ne financera plus, donc, de cette façon-là. Il va le faire autrement, à savoir que les partis politiques, selon les électeurs qu'ils auront eu, le nombre d'électeurs qu'ils auront eu à une élection, ils seront, à ce moment-là, ils seront financés par le gouvernement en partie, par électeur, par vote reçu. Est-ce qu'on serait correct de penser que les campagnes politiques ou les campagnes électorales qui se font jusqu'aux dernières élections vont être moindres de la part de tout le monde, étant donné qu'il va y avoir moins d'argent? D'abord, il faut comprendre aussi que dans la même loi qui est adoptée, on vient descendre le plafond aussi quant au montant que les partis peuvent dépenser en campagne électorale. Okay. Donc, de 12 millions qu'il était à la dernière élection, pour la prochaine élection, il va être à 8 millions. Okay. Donc, évidemment, le fait que 100 $, ça va, on ne se le cachera pas, hein, ça va obliger aussi, d'une certaine façon, les partis politiques à aller solliciter les gens davantage. Aller chercher plus de membership. Plus de membership. Donc, une implication à que nous, on pense que ça va favoriser l'implication des citoyens dans les partis politiques. Alors, et pourquoi pas? Tant mieux. Oui, participation citoyenne là, à la démocratie. Et on a fait aussi autre chose au niveau des contrats publics. Exactement. En fait, ça, c'est le premier projet. Projet de loi 1, c'était sur tout ce qui s'appelle contrats publics qui sont donnés par le gouvernement du Québec, qui sont donnés par les villes aussi. Alors maintenant, il va falloir que les entreprises obtiennent une accréditation de l'AMF, qui est... L'AMF, c'est l'Agence des marchés financiers. Et l'AMF, donc, va faire une étude des entreprises en question, les propriétaires d'entreprises, et ces entreprises-là devront montrer patte blanche, comme on dit, pour pouvoir obtenir une accréditation qui va permettre à ce moment-là aux entreprises de pouvoir soumissionner sur des contrats publics. Et l'AMF, dans son travail, va aussi être épaulé par l'UPAC, donc l'Unité permanente anticorruption. Alors là, je pense qu'on a 2 éléments importants. Et les entreprises qui fonctionnent correctement. Parce que nous, on considère que c'est un privilège que de pouvoir soumissionner sur des contrats publics. Okay. Alors, ce faisant, on va exiger davantage, je vous dirais, de transparence de la part des entreprises. Et elles devront
se mettre à nu, si je peux dire ça comme ça, Ouais. se mettre à nu par rapport à toute la façon dont elle fonctionne depuis plusieurs années pour les prochaines années. Donc, elles vont être suivies de très près à ce niveau-là. Monsieur le député, je vais peut-être m'éloigner un petit peu là, du cadre de ce que je devais vous poser comme question, ou ce que j'avais ici pris en note. Il y a une question qui m'a été posée par un citoyen de Berthierville la semaine dernière et puis qui me dit « Michel, quand tu verras notre député, j'aimerais ça que tu lui poses cette question-là. » Alors, je m'en profite pour vous la poser. Essayons d'y répondre maintenant. On va essayer. Allez-y. C'est concernant justement le soir de l'élection où Mme Marois a été visée là, par M. Éric Bain, je pense. Et puis, tout le monde se demande actuellement, est-ce que ce monsieur-là va être accusé d'attentat politique? Est-ce que ce monsieur-là va être accusé de tentative de meurtre seulement? Vous, selon vous, il va se passer quoi dans ce dossier-là? Ben, écoutez, d'abord, moi, je ne peux pas présumer de la sentence que pourrait avoir M. Bain en question. Moi, je vais vous dire mon avis à moi. Hein? Ça vaut bien votre avis, ça vaut bien l'avis de tout le monde. Je vous donne mon avis à moi. Moi, je ne pense pas que ça puisse être regardé sur le plan d'attentat politique. C'est mon avis. Je sais que Mme Marois a cru bon, elle, d'indiquer qu'il y aurait peut-être lieu de voir cet angle-là. C'est correct. Moi, je pense qu'on verra les tribunaux comment est-ce qu'ils vont, à quelle conclusion eux vont en arriver. Mais moi, je pense qu'on a eu affaire à une personne qui, visiblement, avait des problèmes et a peut-être encore des problèmes psychologiques ou psychiatriques, là. Alors, moi, je le vois beaucoup plus comme ça. Évidemment, ce qui a motivé l'homme à poser le geste ou à poser le geste qu'il a posé et qui, heureusement, je pense qu'il ne s'est pas réalisé dans sa totalité parce que c'était épouvantable et un carnage épouvantable, là. Mais bon, ce qui a motivé cette personne-là à faire ce qu'elle a fait, moi, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui était vraisemblablement dérangé. Mais c'est mon avis. Et alors... C'est aussi bonne que la mienne. Si on avait eu des ramifications avec des groupes politiques, là, je vous aurais dit, là, c'est un attentat politique. Mais je ne pense pas qu'on en fasse une démonstration quelconque. C'est une personne complètement isolée. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de ramifications. Merci beaucoup. Alors, cette personne-là va être contente. Oui, c'est bon. Présentation du budget responsable et rigoureux pour relancer l'économie en redressant les finances et en nous assurant d'atteindre l'équilibre budgétaire 2013-2014. Oui. Il faut bien comprendre, puis on en parlait tantôt, vous et moi, là, à bâton rompu, comme on dit, là. C'est pas habituel de déposer un budget avant les fêtes comme on l'a fait. C'est pas habituel, mais il y avait péril à la demeure, puis on devait le faire. Et la preuve qu'on ne s'est pas trompé de le faire, c'est que ce budget-là a été très bien accueilli par l'ensemble des experts économiques. Et je vous dirais que dans l'ensemble, même de la population, il a été bien accueilli. Est-ce que c'est un budget c'est pas un budget qui est, comment je pourrais vous dire, il y a des choix qu'on a dû faire parce qu'on s'est retrouvé d'une situation où il y avait un dérapage complet quant aux finances publiques du Québec. Et ça, c'était inacceptable. Il fallait bouger rapidement, c'est ce qu'on a fait. Et on a dû évidemment apporter des coupes dans certains secteurs. Par contre, je tiens à le souligner, je pense que c'est important, nous, on va atteindre l'équilibre budgétaire. Et malgré le fait que, et c'est jamais plaisant, là, qu'il y a des coupes qui se font dans certains domaines, on a tout de même protégé ce qui s'appelle la santé, parce que l'objectif, c'est de ramener les dépenses à 1,8. Par contre, si vous voyez la santé, on maintient la santé à 4,8 en termes de dépenses. Donc, on protège la santé, on protège l'éducation, on protège le ministère de la Famille et la Culture. Ces ministères-là vont quand même pouvoir opérer, si je peux dire ça comme ça, là, avec des budgets là, qui vont permettre justement qu'ils puissent là, continuer une certaine progression, si je peux dire ça comme ça, et une certaine réalisation des projets qu'il y avait en cours. Ça ne veut pas dire que les autres ministères vont nécessairement devoir arrêter de fonctionner. C'est pas ça, c'est pas du tout ça. Là. Mais il y avait péril à la demeure, il fallait stopper l'hémorragie, il fallait reprendre le contrôle des dépenses publiques, c'est ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on se rappellera que la firme Sécor KPMG, qui est une firme de renom quand même là, importante, nous a même déposé un rapport nous disant qu'au gouvernement du Québec, il y avait à peu près 20 projets là, qui étaient en dérapage complet. On parlait là, que ces projets-là, qui ont été lancés par le Parti libéral, évidemment, c'est eux qui étaient là depuis 9 ans, là, ces projets-là qui ont été lancés, qui n'étaient pas
tous réalisés, là, mais qui étaient en voie de réalisation, étaient passés initialement du simple au double en termes de coût. Oh. Alors, un projet d'1 milliard passait d'1 milliard à 1 milliard 800 millions, ou à 2 milliards. Alors là, il fallait bouger et bouger rapidement. C'est ce qu'on a fait. On a tout arrêté ça. On est en train d'analyser à nouveau ces projets-là. Puis je vous le dis, là, on sait que M. Bachand, l'ex-ministre des Finances du Parti libéral, a dit très candidement que ses collègues ministres ont été pris d'un enthousiasme fou, incroyable. Ils ont été pris d'un enthousiasme et ils ont annoncé des projets et ils n'avaient pas provisionné l'argent au Conseil du Trésor. Donc, ils ont annoncé des projets sans avoir l'argent pour les réaliser. Alors ça, c'est carrément... On annonce des cadeaux, mais on n'a pas d'argent pour vous les payer. C'est ça. Et là, ça n'a pas de bon sens. Donc, il a vraiment fallu faire... Le budget, donc, que mon collègue Nicolas Marceau a déposé à l'Assemblée nationale a été bien accueilli. Il fallait le faire, il fallait le déposer rapidement, il fallait mettre fin à l'hémorragie et reprendre le contrôle des dépenses du gouvernement du Québec. Ça fait que, dans certains cas, les gens sont pris pour gérer plus serré, mais c'est la rigueur. Ça prend de la rigueur. Et là-dessus, Mme Marois a toujours été, ils sont aussi depuis le début, moi personnellement, et tous mes collègues le savent, Mme Marois est une personne très rigoureuse et elle exige de notre part la même chose, effectivement. Voilà. Au niveau de l'enveloppe budgétaire qui est réservée à la santé, c'est quoi la proportion en pourcentage là, de toute l'enveloppe globale du gouvernement? La santé prend combien dessus? On est pratiquement rendu à 50 % C'est pas des farces. Non, c'est pas des blagues. Il va falloir faire les choses. On le dit, je sais, ça peut paraître là, un peu cliché, là, mais il va falloir être imaginatif dans la prochaine décennie. Il va falloir faire les choses de façon Peut-être prendre des différente. décisions qui vont faire mal aussi? Bien, des décisions qui vont faire mal. Moi, je pense qu'on peut faire les choses autrement. Je donne un exemple d'économie qu'on peut faire. Et d'ailleurs, là-dessus, M. Marceau a bougé. C'est qu'on avait des ententes de prix, le fameux brevet 15 ans, avec les entreprises pharmaceutiques. Il y a un coût à ça au niveau de l'État. Parce qu'une entreprise qui découvre une molécule, qui la met en marche par un médicament, qui la met sur le marché et qu'elle est protégée pendant 15 ans pour ne pas être reproduite, bien, on la paie plus cher. Et c'est l'ensemble de la société qui paie plus cher. En contrepartie, nous, ce qu'on avait comme retour au niveau de la société québécoise, c'est que les entreprises pharmaceutiques se concentraient au Québec et développaient beaucoup d'emplois, des emplois donc de recherche, développement, des emplois, on parle de 100 000, 150 000 $, donc des emplois hautement rémunérés. Et tout ça est attractif et amène d'autres choses alentour. Bon, alors il y avait une contrepartie. Mais là, on s'est aperçu que l'industrie pharmaceutique a un peu changé sa façon de faire. Alors nous, on a mis un terme au brevet de 15 ans. Donc, ça permet maintenant de reproduire les molécules d'une façon générique, comme on dit, médicaments génériques. Donc, on peut reproduire la molécule en question à moindre coût, la mettre sur le marché à moindre coût. Le gouvernement du Québec va sauver des millions, des centaines de millions, et les citoyens qui ont des régimes privés vont aussi sauver de l'argent en bout de ligne. Donc, voyez-vous, il y a des choses qui peuvent se faire au niveau de la santé qui devront être faites. Ça, c'est un exemple, un bel exemple de ce qui va permettre, en quelque part. Et il y a tout l'aspect... je vous dirais, là, des appareils qu'on achète à l'étranger. Voyez-vous, le dollar canadien, maintenant, est à parité avec le dollar américain. Oui. C'est le temps d'acheter de la technologie, souvent qu'on n'a pas ici, mais qui est aux États-Unis, parce que notre dollar est à parité. Lorsqu'on était à 70 sous, acheter de la technologie, ça coûtait une fortune. L'argent qui sortait, l'argent qui sortait du Québec pour acheter de la technologie américaine, vous allez me dire que ça serait encore mieux si on pouvait tout produire, cette technologie, au Québec. On en produit, mais pas tout. Donc, les éléments qu'on doit aller chercher aux États-Unis, bien là, c'est le temps d'en acheter et de se mettre à jour par rapport à ça. Et on sait qu'au niveau médical, c'est des technologies qui sont très dispendieuses. Donc, ça aussi, c'est une façon, il faut bouger maintenant, moi, je pense, à ce niveau-là. C'est des technologies de pointe. Et voilà. On va essayer. Ah, il y a de la matière. Bien, il y a de la matière là-dedans, là. La paix sociale est revenue. Nous avons lu la hausse des droits de scolarité abroge la loi 78. Voilà. Ça, c'est un élément, M. Buffal, et même moi, des fois, j'oublie, je l'oublie. C'est un élément drôlement important. Il faut se rappeler qu'on a vécu une crise étudiante au mois de février l'année passée, février, mars, avril, qui s'est transformée en crise sociale, quand même assez importante. Et il y a eu le déclenchement d'élections au mois d'août et le jour J, le jour de l'élection, le 4 septembre. Il n'y a plus de crise sociale au Québec. Non. Il n'y a plus de crise sociale au Québec. Alors, en quelque part,
Je pense que l'élection du Parti québécois au gouvernement, y est pour quelque chose, on s'en doute bien. Hein? Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Pierre Duchesne, mon collègue, donc député à l'Assemblée nationale, ministre de l'Éducation supérieure, et ça, on l'avait lancé à l'été, on avait dit qu'on ferait un sommet sur l'éducation. Et le sommet va se tenir bientôt, là, au début de l'hiver. Et ça ne sera pas facile, là non plus. On voit là, dans les journaux, dans l'actualité, que les gens là, sont par moments un petit peu à l'opposé les uns des autres. Mais moi, je suis convaincu que la meilleure façon d'y arriver, c'est de s'asseoir et d'en parler et de régler ça entre nous de façon pacifique, hein, autour d'une table et non pas dans la rue. Non. Alors, moi, je pense que l'idée de mettre ce sommet-là en place est assez bonne et va porter fruit. Alors, cessons d'anticiper, parce que certains, on les appelle comment déjà, les prophètes de malheur, nous disent que ça ne marchera pas, là. Un instant. Faisons l'exercice, faisons-le avec rigueur, encore une fois, correctement, prenons le temps de s'asseoir et prenons le temps aussi, et ça, on oublie souvent de le faire. Et moi, c'est ce que j'ai découvert durant la crise étudiante. Moi, j'ai découvert, là, par le prisme de la crise étudiante, là, puis de la crise sociale, à quel point il y avait, je vous dirais, il y a autant de modèles que de pays à travers le monde. Comment on gère notre éducation, comment on déploie une politique sur l'accessibilité à l'éducation à travers les différents pays. Et il y a autant de politiques qu'il y a de pays, et ça, c'est fascinant. Alors là, on a eu le temps, tout le monde, hein, de regarder ce qui se fait ailleurs, de se comparer. Puis s'il y a des choses qui semblent bonnes et intéressantes, regardons comment on peut les adapter pour chez nous. Alors, je pense que là, on a la possibilité de regarder ça à tête reposée, dans le calme, ce qui va nous permettre, j'en suis convaincu, de sortir gagnant tout le monde de l'exercice qui s'en vient. On a aussi mis en place des crédits d'impôt pour les activités physiques, artistiques et culturelles pour les jeunes. Tout à fait. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne affaire pour les familles. Oui, c'est une bonne chose pour les familles. Ça va permettre... ce crédit d'impôt-là va permettre là, d'inciter, puis aussi de répondre à la demande de nos jeunes qui veulent soit faire sur le plan artistique ou sur le plan physique, faire des activités. Alors, ça va permettre aux parents, évidemment, de pouvoir répondre à la demande de leurs enfants et des fois aussi à leur propre demande de voir leur enfant performer ou tout simplement aller s'amuser dans une activité quelconque. Donc, ça va décharger les familles d'un coût qui est relativement important. Alors, on parle de 500 $ par enfant, 2 enfants, 1 000 $, etc. Alors, c'est intéressant. Ça va permettre justement aux familles de pouvoir en avoir un peu moins sur les épaules. Si vous me permettez, M. Villeneuve, on va aller faire une petite pause, puis on vous revient dans quelques instants. À tantôt. Avec l'Association des amputés de guerre, tu peux accéder au programme des mères solidaires. Tu es jumelé avec une autre famille, comme avec Maude qui a une amputation similaire à Mégane, avec sa mère. Maude est plus vieille, fait qu'elle donne des conseils. C'est comme un modèle pour Mégane. Maman, elle m'aide souvent, puis elle est courageuse. Puis sa mère, elle a tout répondu à nos questions. Ça nous a rassurés beaucoup. Les amputés de guerre, ils apportent tellement dans notre vie, là. On peut compter sur eux. Chers téléspectateurs, on est de retour. On est de retour avec une question que je m'étais gardée pour notre député. J'aimerais ça, M. le député, qu'on parle tous les deux des décisions qui ont été prises face à Gentilly 2. Oui, puis on pourra peut-être, si on a le temps, parler aussi de l'amiante, mais allons-y avec Gentilly 2, c'est une bonne question. Et je vais vous dire, lorsque nous avons annoncé, après l'élection, lorsqu'on a été élu, on a annoncé la fermeture de Gentilly 2. C'est Martine Ouellette, le ministre des Ressources naturelles, qui l'a annoncé, et Mme Marois. Fermeture de Gentilly 2, ce n'est pas quelque chose qu'on a improvisé sur le coin d'une table. Déjà en 2009, donc bien avant, parce qu'on sait qu'il y a eu un accident nucléaire avec le Raz-de-marée au Japon. Là, et ça, c'est l'an passé. Mais nous, dès 2009, par communiqué au Parti québécois, on avait annoncé que nous fermerions Gentilly 2. Donc, ce n'était pas une nouvelle, là... on n'a pas pris personne par surprise. C'était pas des cachettes pour personne. Non, c'était pas des cachettes, c'était clair, c'était dit, et c'est ce qu'on ferait, c'est ce qu'on fait. On ferme Gentilly 2. Pourquoi? Bien, écoutez, il y a une raison qui est assez importante, je pense la plus importante de toutes les raisons pourquoi on ferme Gentilly 2. Vous savez qu'au niveau des déchets nucléaires, d'une centrale nucléaire, on n'a toujours pas de solution à ça. Et donc, des déchets nucléaires, ça perdure des centaines, des milliers d'années.
Alors là, on les accumule dans des piscines. La piscine est pleine, il faut en creuser une autre. Il faut arrêter, là. D'autant plus que la centrale nucléaire, à l'époque, lorsqu'elle a été construite, les gens n'ont pas nécessairement pris ça en compte, mais elle est d'abord sur une faille. On sait qu'il y a une faille terrestre à cet endroit-là, le Saint-Laurent, entre autres. Il y a le Saint-Laurent, il y a Montréal, il y a Québec. Donc, on a une centrale nucléaire qui est en plein cœur du Québec bâti, Québec habité. Alors là, déjà, je pense qu'on a plusieurs éléments qui viennent nous dire qu'il fallait mettre fin à cette aventure-là. Juste au niveau de l'eau potable, un bon matin. Tout à fait. Et puis, si on parle maintenant des coûts reliés à ça, on sait qu'à Pointe-le-Pro, au Nouveau-Brunswick, il y a une centrale nucléaire jumelle à celle de Gentilly, qui est en réfection depuis plusieurs années, qui va coûter 2 à 3 fois le prix d'évaluation du départ. Donc, ils sont rendus à des coûts exorbitants en termes de réfection. C'est pas fini encore. Alors, je pense que la décision, là, oui, ça prend du courage pour le faire, du courage politique pour prendre la décision. Le gouvernement avant nous ne l'a pas pris, n'a pas eu ce courage-là. Nous, on l'a décidé qu'on le faisait, mais on le fait aussi, bien sûr, en considérant l'impact social et économique que ça va avoir dans la région. Et pour ça, on a débloqué un fonds de 200 millions pour faire de la diversification économique dans la région de Bécancour, donc de Gentilly. Et évidemment, on pourrait parler aussi de l'amiante, où on a pris la décision de mettre un terme à l'exploitation et l'exportation d'amiante du Québec à travers le monde. On sait qu'il y a certains pays qui utilisent ce produit-là. Malheureusement, ils ne l'utilisent pas toujours de façon sécuritaire. Et ça entraîne, vous le savez comme moi, l'amiantose, ça entraîne des maladies pulmonaires et la mort. C'est ça. Et même pour les travailleurs qui sont là-dedans, plusieurs en sont morts d'ailleurs, l'amiantose, on sait c'est quoi. Alors donc, c'est une décision encore là courageuse. Nous l'avons prise et nous avons mis en place un fonds de 50 millions pour aider la région à faire une diversification économique par rapport à cette fermeture-là. Pour les gens qui restent à Bécancour, dans la région immédiate de Bécancour où était la centrale nucléaire, est-ce que les projets, il y a des projets là, qui sont déjà en marche ou qui sont partis? Y a-t-il des nouvelles usines qui sont là? Écoutez, il y a la coopérative fédérée, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, là, mais c'est une coopérative qui regarde présentement de s'implanter à cet endroit-là. Et on parle de plusieurs centaines d'emplois, là. Okay. Et un investissement très, très important qui est en cours de se réaliser. On espère qu'il se rendra à terme. Mais je sais très bien que les gens de là-bas, les gens du secteur économique notamment, sont au travail pour justement regarder comment ils vont pouvoir justement diversifier l'économie de la région. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le gouvernement a un fonds de 50 millions, mais quand on fait de la diversification économique, le 50 millions, c'est un levier dans le fond. Alors souvent, on va aller chercher des montants, des fois du triple, même 4 fois le 50 millions à terme, là, pour justement créer des leviers pour développer de nouvelles industries, pour attirer de nouvelles industries dans la région de Bécancour. Tant mieux pour eux autres. On dit ici, le gouvernement veillera à instaurer une gestion serrée des dépenses publiques pour les infrastructures. Oui. Il s'est aussi engagé à limiter à 1,8 % la hausse de l'ensemble des dépenses publiques. Oui, c'est ce qu'on parlait tantôt. Sauf qu'on a permis à la santé, à l'éducation, au ministère de la Famille et à la culture de dépasser. Mais en moyenne, on va limiter ça à 1,8. Au niveau des infrastructures, c'est intéressant que vous souleviez le point. L'an passé, sous les libéraux, il y avait 11 milliards de dollars d'argent du gouvernement du Québec qui était mis dans les infrastructures au Québec comme tel. Infrastructures, on parle de ponts, de routes, de bâtiments, etc. 11 milliards. Nous, on ramène ce 11 milliards-là à 9,5 milliards. Et moi, je vais vous dire une chose, là. Je suis convaincu qu'on va faire autant de chemin, sinon plus, avec 9,5 que sous les libéraux avec 11 milliards. Pourquoi? Parce que déjà, on le voit, la commission Charbonneau, que nous avons appelé de tous nos vœux pendant des années, est maintenant en place. Et déjà, on voit les prix baisser un peu partout au Québec parce que la compétition, enfin, a retrouvé, la concurrence a retrouvé sa place. Et c'est pas fini. Alors moi, je suis convaincu qu'avec 9,5 milliards, parce que les gens pourraient dire, bien là, vous allez peut-être provoquer au niveau de l'économie un affaissement. Moi, je pense que non, parce que justement, ce 9,5 milliards-là, on va faire plus avec qu'on faisait avec les 11 milliards. On sait qu'avec les derniers dénouements de la commission Charbonneau, ce n'est pas terminé, qu'il y a 10, 15, 20 certains vont dire jusqu'à 30 d'argent public des Québécois qui était
perdus qui se retrouvaient dans des poches malveillantes, notamment Payés, de la entre mafia. Alors là, on perdait 30 de 11 milliards, ça fait 3,3 milliards. Alors, il y avait de l'argent qui se perdait. Et le pari qu'on fait, nous, c'est qu'on va en faire autant avec 9,5. Ce qui me désole un petit peu, c'est que ces gens-là, vis-à-vis de la commission Charbonneau, ne seront pas pris à partie dans le sens qu'on ne peut pas les accuser. Certains. Certains vont pas. Je pense à Zambito. Zambito, lorsqu'il a témoigné sur certains aspects de son implication dans certains dossiers où il y avait déjà enquête, ça a été fait à la commission Charbonneau, donc sans l'œil de la caméra. Okay. Ça a été fait à huis clos. Okay. Alors ça vient protéger la preuve. Et M. Zambito va se retrouver en prison, croyez-moi. Je ne veux pas présumer là, de la suite des choses, mais moi, je ne pense pas qu'il s'en sorte, le monsieur. Là. Comme plusieurs d'autres ne s'en sortiront pas non plus. Les gens qui ont péché vont payer. Et là, la commission, présentement, Charbonneau, est rendue avec les employés qui doivent payer, les procureurs, les avocats, etc. Ils sont rendus, pour le gouvernement du Québec, à un coût de 8 millions à l'heure où on se passe. Ça coûte 8 millions. Mais on a sauvé des centaines de millions déjà en termes de contrats parce que la concurrence est revenue. Alors, il faut penser à ça parce que souvent, les gens, l'argument qu'ils disaient, ça va coûter combien encore? Non. On va sauver combien cette fois-ci? C'est ce qu'il faut se dire. On va sauver combien cette fois-ci? Et oui, on va sauver, puis on sauve déjà beaucoup d'argent. Tant mieux. Le gouvernement a déposé le projet de loi 14 modifiant la charte de la langue française afin de renforcer le français comme langue de travail, langue d'enseignement et langue de service dans les commerces. Tout à fait. Ça, bravo. Écoutez, moi, je suis très heureux de cela, très fier de cela, du gouvernement qu'on ait bougé aussi rapidement. Et bien sûr, on va le regarder avec les oppositions. Vous savez, on ne l'a pas dit depuis le début de l'émission, mais on est minoritaire. On est un gouvernement minoritaire. Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Québécois nous ont dit, on vous confie le pouvoir, la gestion de l'État, mais vous allez devoir composer avec les oppositions pour pouvoir fonctionner. C'est ça qu'on nous a dit. Et nous, on respecte ça. Et donc, le projet de loi 14, justement, sur la langue française, la Charte de la langue française, on va le travailler avec les oppositions. Et on va aller, je vous le dis, là, on va aller au maximum de ce qui peut être fait. Il y a, encore une fois, je le dis, il y a péril en la demeure quant aux faits français au Québec. Ce qui nous unit comme Québécois, comme Québécoises, ce qui nous unit le plus, là, par-dessus tout, là, c'est la langue. C'est la langue, c'est ça qui crée une cohésion sociale. Et il faut redonner la force de la loi 101 parce qu'elle en a perdu beaucoup depuis qu'elle a été adoptée. On sait que la Cour suprême du Canada s'est amusée à la découper en pièces de façon assez importante. Alors, il faut corriger certaines choses. Et le projet de loi de ma collègue, là, Mme Diane de Courcy, va venir faire en sorte que le débat va se faire. Les mesures que nous, on préconise, elles sont solides, elles sont fortes. Maintenant, on va voir ce que les oppositions sont prêtes à aller pour s'assurer que le français demeure un élément de cohésion sociale au Québec. Qu'est-ce qui a fait, M. Villeneuve, que peut-être dans 10 ans, en l'espace de 10 ans, si je me rappelle bien, les commerces étaient obligés d'afficher bilingue, soit en anglais et en français. Et qu'est-ce qui a fait au fil des années que ces commerces-là sont rendus maintenant presque unilingue anglais? Oui. On n'affiche plus en français. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas été compris ou que la loi n'a pas fait pour que ça reste? Je pense que la loi était quand même solide et c'est prédominance français. Hein? Il faut faire attention sur certains éléments. Il y avait prédominance du français d'abord. Oui. C'est un relâchement. C'est un relâchement. C'est un relâchement, puis oui, effectivement, aux gardiens comme tel, qui était l'Office de la protection de la langue française, il y a un relâchement à ce niveau-là, c'est clair. Nous, on les ramène à l'ordre à ce niveau-là. Mais je vais vous le dire, M. Pufal, je ne me ferai peut-être pas d'amis en vous disant ça, mais je pense que nous avons tous, comme Québécois, comme Québécoises, une obligation de porter fièrement cette langue-là. Et peut-être qu'on s'est relâché nous-mêmes. Peut-être. Comme société, comme collectivité, comme nation. Et je pense qu'il nous revient à nous maintenant de la porter à haut de bras, là, de la porter fièrement parce qu'elle fait partie de la diversité culturelle qui anime toute la planète. Et il faut la préserver, il faut la protéger. Est-ce qu'on se serait laissé assimiler un petit peu? Il y a péril, encore là, une péril dans la demeure. Il faut faire attention, il faut être vigilant. Nous sommes un grand peuple, mais en nombre, nous ne sommes pas nombreux.
Et ça demande donc de notre part un combat perpétuel, une vigilance perpétuelle. Et on le fait pour nous, bien sûr, mais on le fait aussi, je viens de le dire, puis je le répète, la richesse de l'humanité, c'est la diversité. Et nous en faisons partie. Alors, préservons cette langue-là pour nos enfants, nos petits-enfants, pour le futur. Alors, il ne faut pas baisser les bras. M. Villeneuve, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Laissez-moi, au nom de toute la population berthelaise et à mon équipe ici, vous souhaiter une très bonne année, chose que je n'ai pas eu l'occasion de vous faire. Et puis, j'espère qu'on va avoir des rendez-vous réguliers où on puisse se parler comme ça. J'adore ça. Alors, pour les vœux de l'année, pareillement, et pareillement, évidemment, à l'ensemble de la population, je vous souhaite, je vous dirais, la chose la plus importante, et je vais le dire 3 fois plutôt qu'une, la santé, la santé, de la santé, et le reste va suivre. Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on a. À une prochaine. Bye bye.